Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les principaux titres. Épidémie du coronavirus, 42 décès depuis hier 18h, 18 592 cas actifs et 42 patients intubés. Les dernières 24 heures et 2423 nouvelles infections pour 1746 rémissions. Ce sera notre premier dossier ce soir. À Vienne, c'est sous une présidence marocaine que l'AIEA clôt aujourd'hui les travaux de sa 64e conférence générale. L'Afrique a été au centre notamment d'une importante initiative dite Zodiac pour atténuer l'intensité des pandémies. Nous en parlerons tout à l'heure avec la directrice générale adjointe de l'AIEA pour les sciences et les applications nucléaires. Marrakech et d'autres villes touristiques bouclent dans le rouge la saison touristique estivale, mais ne désarment pas pour autant. La saison touristique hivernale pourrait sauver les meubles si d'ici là, des mesures précises sont adoptées. Les détails dans notre édition ce soir. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu aujourd'hui un entretien par vidéoconférence avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et ce en marge des travaux du débat de haut niveau de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre a transmis au secrétaire général les salutations et l'estime de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi que l'appui du souverain à son action et son leadership à la tête de l'Organisation des Nations unies, particulièrement durant les circonstances exceptionnelles et difficiles de la pandémie de la Covid-19. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a chargé le ministre de transmettre ses chaleureuses et respectueuses salutations à Sa Majesté le Roi. Il a exprimé sa gratitude et son appréciation au souverain pour son appui constant à l'action des Nations Unies dans différents domaines, notamment le développement durable, les droits de l'homme, les changements climatiques, le maintien de la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. La situation épidémiologique pour entamer donc le dossier Covid-19, 1746 rémissions depuis hier, 18h, 2423 nouvelles contaminations au virus ont été diagnostiquées. Les autres indicateurs tendent toujours vers le rouge avec 42 nouveaux décès, 18 592 cas actifs, 368 cas sévères ou critiques, dont 42 intubés. Le taux de prévalence des cas actifs est de 51,2 pour 100 000 habitants. Un fort rebond de l'épidémie est donc constaté au Maroc. En Europe, on parle même d'une deuxième vague qui a commencé. Quoi qu'il en soit, les nouvelles infections se chiffrent désormais par centaines à travers le royaume et la courbe des admissions en réanimation est toujours ascendante. La direction de l'épidémiologie et des maladies vient de rendre publique une synthèse de l'évolution épidémiologique de l'épidémie de la Covid-19 au Maroc. Nous vous proposons un arrêt sur un graphique particulier qui en même temps rassure et tire la sonnette d'alarme. Mohamed Etlishka. En moyenne, le Maroc enregistre depuis plusieurs jours quelques 2000 nouvelles infections toutes les 24 heures. Mais ce qu'il faut savoir, selon un document de la direction de l'épidémiologie des maladies, relevant du ministère de tutelle, c'est que sur ces 2000 infections quotidiennes, près de 75%, soit les 3/4, sont des personnes sans le moindre symptôme. 14% en plus sont des cas bénins, ce qui fait au total quelques 89% des cas qui ne présentent aucun problème pour le système de santé. Sur les 11% restants, près de 9% des cas sont dits modérés, ils guérissent au bout de quelques jours de traitement, 1% sont en situation sévère, en soins intensifs, et 0,40% seulement sont en situation critique sous respiration artificielle. Mais 0,40%, c'est quand même 8 nouvelles admissions en réanimation chaque jour. À la date d'hier, par exemple, pour un total de 18 000 cas actifs au Maroc, 289 cas sont sévères ou critiques, avec 48 placés sous intubation. Et nous avons avec nous en direct par Internet du CHU Barrouch de Casablanca, Hussein Barrouch, chef du département anesthésie-réanimation au CHU Barrouch de Casablanca.
Alors c'est vrai que la très grande majorité des cas sont asymptomatiques, mais les 1,40% des patients en situation sévère ou critique, ramenés aux 2000 nouvelles infections par jour, cela représente quand même plusieurs dizaines de patients qui viennent chaque jour peser sur le système de santé. Quel est votre commentaire, professeur ? Bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, la situation, si on la voit de façon absolue, elle est inquiétante. Mais si on fait une vue d'ensemble, on voit un peu des chiffres qui stagnent, j'allais dire. Hein. Donc effectivement, nous avons, si on voit un peu ce qui se passe sur le mois, sur la semaine, nous avons donc un nombre assez constant. Nous admettons en réanimation aujourd'hui entre 7 et 10 malades. Il est vrai qu'il y a des jours où on a un peu plus, il y a des jours où on a un peu moins, mais dans l'ensemble, on tourne autour des mêmes chiffres. Et effectivement, donc, il est tout à fait normal, dans le cadre d'une épidémie comme ça, les malades qui ont des pistes et qui auront besoin de réanimation, aussi généralement entre 5 et 1%. Bien heureusement, on a autour de 1% de ces malades qui arrivent en réanimation. Alors, et c'est des malades... Oui, allez-y. Et c'est des malades qui sont graves ou qui s'est aggravé au cours de l'hospitalisation dans d'autres structures et qui sont transférés en réanimation. Alors, comment, professeur, évolue ces jours-ci la situation justement dans les services des soins intensifs et de la réanimation? Craignez-vous une possible saturation? Aujourd'hui, donc, on n'est pas encore à la saturation. Donc aujourd'hui, tous les malades dont l'état nécessite la réanimation trouvent leur place. Alhamdulillah, donc on n'est pas à la saturation. Mais bien évidemment, si la situation s'aggrave et continue à s'aggraver et avoir un afflux de plus en plus important de malades, il est évident qu'on va arriver certainement à saturation. Mais aujourd'hui, on n'est pas à saturation, fort heureusement. Je dirais le chiffre est à peu près constant et on arrive à gérer donc tous ces malades qui auront besoin de réanimation. Alors, autre chose, professeur, est-ce que la prise en charge d'autres pathologies en souffre? Aujourd'hui, j'allais dire non. Donc, c'est vrai qu'il y a une diminution de l'activité au niveau pour les autres malades, mais c'est une activité qui persiste toujours. On continue à opérer. Il y a un secteur Covid qui continue à recevoir les malades qui nécessitent la prise en charge en réanimation. Il y a aussi ce qu'on appelle nous un secteur non Covid qui continue à prendre en charge ces malades. Donc, on prend aussi en charge les Covid et ce qu'on appelle nous les non Covid dans un secteur complètement différent. Professeur Al-Hussein Baroum, je rappelle que vous êtes chef du département anesthésie et réanimation au CHU Belrouge de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quelques 2000 tests y sont effectués par jour. L'Institut Pasteur du Maroc poursuit sa réalisation des tests par la technique PCR. À l'œuvre depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays, l'Institut est approvisionné de manière régulière et continue par le ministère de la Santé en équipements médicaux et matériel de laboratoire nécessaires à la réalisation de ces analyses. Plus de détails sur le fonctionnement de cet établissement de référence dans ce reportage de Saïd El-Idrissi, Soufiane Ibrahimi et Maryam El-Messi. Nous sommes dans le centre d'accueil et de prélèvement de l'Institut Pasteur du Maroc. Dans cette enceinte réservée aux voyageurs, entre 200 et 350 analyses sont réalisées chaque jour. Des tests par la PCR menés à grande échelle grâce à un stock central régulièrement approvisionné en matériel biomédical. Notre laboratoire, on n'a jamais arrêté depuis le début. On travaille chaque jour, on n'a jamais arrêté. Donc les réactifs consommables sont livrés régulièrement par le ministère de la Santé et même on reçoit des consommables de par notre collaboration internationale du réseau Pasteur ou d'autres collaborations internationales. Depuis l'apparition de la pandémie au Maroc, l'Institut tient à préciser n'avoir jamais cessé son activité. Son personnel médical, paramédical et de laborantin veille sur la fiabilité et le rendu des résultats dans un délai qui ne dépasse pas 24 heures.
On reçoit approximativement entre 200 jusqu'à 350 voyageurs ici par jour. On travaille 7 jours sur 7 et également les jours fériés. Jusqu'à 2000 tests sont réalisés par jour, notamment au niveau du laboratoire de référence pour les virus émergents et dangereux. Approvisionné de manière régulière et continue en équipements médicaux et matériel de laboratoire, cet établissement public mène depuis le début de la pandémie ses analyses en conformité avec la stratégie du ministère de la Santé de lutte anti-coronavirus. Direction à présent Vienne où la 64e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique placée sous la présidence du Maroc a clos ses travaux avec l'adoption de tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette session annuelle. Cette session de 5 jours a été également marquée par l'adoption de 2 résolutions. La première portant sur l'initiative baptisée Zodiac Action intégrée contre les zoonoses vise à mieux préparer les pays du monde à faire face aux pandémies, tandis que la seconde concerne spécifiquement la pandémie de la Covid-19. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Azdin Farhan, en sa qualité de président de cette 64e conférence générale, a rappelé les circonstances exceptionnelles et inhabituelles ayant ponctué le déroulement de cette rencontre annuelle à cause des contraintes imposées par la Covid-19. Toutefois, s'est-il félicité grâce à la coopération et au soutien manifesté par tous les États membres pour résoudre les problèmes que nous avons traités. Nous avons réussi à surmonter certaines difficultés auxquelles nous avons dû faire face. Et pour un premier bilan des travaux de cette session, notamment concernant les initiatives en direction de l'Afrique, nous avons avec nous en direct par Skype depuis Vienne la Marocaine Najat Mortar, directeur général adjoint de l'AIEA, responsable des sciences et des applications nucléaires au sein de cette grande organisation multilatérale internationale. Madame Najat Mortar, cette 64e session s'est tenue de manière virtuelle, pandémie du coronavirus oblige, et justement, est-ce que l'AIEA a débattu de cette question sanitaire, notamment ses répercussions sur le continent africain et comment se traduira sur le terrain l'initiative de l'AIEA à ce sujet? Oui, bonsoir. Je vous remercie de votre invitation. Et en fait, la 64e session de la conférence générale de l'AIEA s'est tenue d'une manière hybride. La plupart des délégations des États membres ont été présents à la conférence et quelques États membres ont participé de manière virtuelle. Et effectivement, la question sur le Covid-19 a été largement débattue. Et l'agence a été vraiment saluée pour son initiative d'aide d'urgence à plus de 126 pays, parmi eux 44 pays africains dans le Maroc. Et l'AIEA donc a envoyé immédiatement à chaque pays des lots de kits de diagnostic et de matériel de laboratoire pour contenir le virus. Et nos experts ont accompagner le personnel de santé des laboratoires des pays membres pour vraiment bien utiliser ce matériel-là. Alors, parmi les leçons apprises, comme vous le savez, on s'est tous rendu compte que le monde n'était pas bien préparé à une telle pandémie. Et c'est pour ça que l'agence, comme vous l'avez dit, vient de lancer une initiative qui est appelée Zodiac et qui a pour objectif donc d'aider les pays à avoir une infrastructure adéquate afin de prévenir les maladies d'origine animale, donc les zoonoses, et aussi donc de contenir les épidémies. Et ceci en partenariat avec les organisations internationales qui travaillent dans ce domaine, notamment la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'OMS. Autre question d'ordre médico-sanitaire, Madame Najat Mortar, la médecine nucléaire, et vous êtes responsable au sein de l'AIEA des sciences et des applications nucléaires. Alors, comment l'AIEA soutient-elle les États membres africains dans l'utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques? Est-ce qu'un exemple précis a été débattu et lequel? Oui, merci de votre question qui est très importante parce que la plupart des gens ne savent pas que l'agence travaille dans les domaines de développement, notamment en santé, l'agriculture, la gestion de l'eau et de l'environnement. Et effectivement, une question qui a été largement débattue pendant cette session, c'était la question de santé
et notamment le cancer et le rôle des techniques nucléaires à diagnostiquer et à traiter le cancer. Et comme vous le savez, la médecine nucléaire, l'imagerie médicale et la radiothérapie sont essentielles à traiter le cancer. Et la question, effectivement, c'était comment l'agence et aussi les États, les donateurs peuvent contribuer à aider surtout les pays en développement, et notamment les pays africains, à utiliser cette technologie pour contenir en fait le cancer et lutter contre les maladies cancérigènes, surtout le cancer chez la femme. Alors, un petit mot pour conclure cet entretien, un petit mot sur la présidence marocaine de cette session de la conférence générale de l'AIEA. Oui, effectivement, en fait, présider une conférence générale d'un si haut niveau n'est pas si simple, c'est une grande responsabilité. Et en fait, c'est un grand honneur pour le Maroc d'avoir présidé la 64e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Maroc, à travers l'ambassadeur du Maroc à Vienne, M. Azdine Farhan, a vraiment présidé cette conférence de main de maître dans des conditions, comme vous l'avez dit, c'était pas facile sous le Covid-19. Et Monsieur l'ambassadeur a été félicité par toutes les délégations des États membres de la bonne conduite des débats et des résolutions. Donc vraiment, nous sommes tous fiers de ces conclusions. Madame Najat Moukhtar, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'AIEA. Merci bien. Pour faciliter leur accès à la commande publique, un Small Business Act serait la solution idéale selon la CGEM au profit de la TPME, très petite et moyenne entreprise. Un conseil national de l'entreprise s'est tenu hier par visioconférence avec la participation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, Amin Hennaoui, Soufiane Ibrahimi, Zakaria Moqinbillah. Garantir plus d'accessibilité à la commande publique aux très petites et moyennes entreprises. Telle est la proposition du patronat. Alors, c'est quoi ce Small Business Act ? Cet instrument devrait permettre aux TPME de bénéficier d'un cadre spécifique, avec des incitations et des garanties d'accès à la commande publique. Le Small Business Act contribuera à la préservation de la compétitivité des TPME. Nous avons abordé les répercussions de l'épidémie de Corona afin de dresser un état des lieux. Heureusement, malgré la conjoncture, les résultats sont encourageants. La création de postes d'emploi reprend progressivement pour atteindre les chiffres de 2019. La plupart des activités d'exportation ont réalisé des taux similaires à ceux de 2019. Certains secteurs ont même fait mieux. Nous sommes donc optimistes. Pour la CGEM, la mise en place du fonds d'investissement stratégique est de nature à préserver et à renforcer le tissu productif national. La réalisation de ces objectifs sera tributaire des moyens mis en place pour la déclinaison effective de ce fonds. D'autres actions proposées, réduire le gap de compétitivité fiscale entre les secteurs formels et informels. Les entreprises marocaines ont jusqu'à présent assumé leurs responsabilités de maintenir les emplois malgré les contraintes de la crise, la sous-activité et le manque de visibilité. Le ministre nous a assuré que la mobilisation, la réactivité et le sens de l'urgence observée au début de la crise chez les pouvoirs publics sont maintenus. Pour réussir la relance industrielle post-Covid, le Royaume devrait saisir de véritables opportunités. Dans ce sens, la phase de relance de l'économie nationale doit aussi permettre d'améliorer le climat des affaires et de repositionner le pays dans les chaînes de valeur mondiales. Le secteur du tourisme traverse des moments difficiles suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les pertes se chiffrent à plus de 18 milliards de dirhams au terme des 7 premiers mois de 2020. Les nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement classés se sont repliées à fin juin à 59%. À Marrakech, les professionnels du tourisme ont décidé de passer à l'offensive pour une reprise responsable du secteur touristique qui s'articule autour de des trois R, à savoir redémarrer, relancer et réinventer. Le reportage est signé Amina Allam, Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui, Mariam Messi.
Elles ont été contraintes de baisser le rideau pendant des mois. Les unités hôtelières de la ville Ocre lancent un cri de détresse. 74 000 lits inoccupés pendant au moins 90 jours. Pas un seul touriste étranger n'a séjourné cet été à Marrakech. La première destination touristique du royaume pleure les dégâts d'une haute saison ratée. Pour notre part, ça a été une fermeture pendant 100 jours. Nous avons réouvert le 29 juin et depuis, en fait, on a une activité qui est très faible avec la clientèle domestique, les clients corporate qui peuvent venir avec leurs autorisations. Pour pouvoir sauver la mise cet hiver, les opérateurs du secteur réclament la fin du lockdown des aéroports. Une cinquantaine d'unités sont déjà opérationnelles et attendent la relance avec impatience. Ce qu'il faut, c'est alléger un peu les restrictions que pour les touristes, c'est-à-dire c'est un peu difficile pour un touriste pour avoir le résultat de test sous 48 heures. Ce qu'on demande, c'est que c'est la possibilité de l'avoir sous 62 heures dans le court terme. Bien sûr, en attendant l'ouverture des frontières, car c'est important pour qu'on puisse programmer des vols. Nous avons pensé à rénover notre offre de façon à l'adapter aux futurs clients. La promotion ne se fera plus traditionnellement, désormais tout passera par le digital. Les touristes sont très désireux de venir, ce qui fait défaut, c'est l'ouverture de l'aérien. Rouvrir le ciel, faciliter l'accès au territoire, de vraies cartes à jouer pour les hôteliers. Prêts à entrer dans les catalogues des tours opérateurs, ils espèrent revendre la destination Marrakech, une des plus cotées du monde. On a mis en place beaucoup de mesures sanitaires, tous les protocoles de l'arrivée jusqu'au départ du client pour les protéger. On a su aussi réinventer, apporter des prestations nouvelles. On a gardé le personnel qu'il faut. On a fait des formations par rapport à tout ce qui est charte sanitaire. On espère des jours meilleurs pour la ville de Marrakech et pour les citoyens de Marrakech qui vivent généralement avec du secteur touristique. Tous les espoirs sont permis pour remettre l'écosystème en marche. Les professionnels de la région marquent un tournant décisif dans leur approche de concevoir, produire et commercialiser leurs offres. Établissements hôteliers et autres entreprises touristiques se déploient pour reprendre leurs activités. Musées, restaurants et espaces verts dans l'emblématique Jardin Majorelle qui rouvre ses portes début octobre. Voilà, c'est avec cette page consacrée au tourisme que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée.